tous ceux qui traitent de la donnée au sens large. Donc, ça peut être de générer de la donnée, simplement de la manipuler ou de l'utiliser à des fins quelconques. Donc, c'est important de bien avoir ça en tête parce que c'est pas seulement finalement les équipes IT qui vont être concernées par la démarche de gouvernance des données, mais bien toutes ces personnes-là dans l'entreprise. Et ça peut concerner donc beaucoup de personnes dans l'entreprise potentiellement. Et avoir ça en tête, donc garder bien ça en tête parce que c'est surtout quand on parle de ROI, puisque donc quand on va aborder les thématiques de ROI, on va s'apercevoir justement que ce paramètre du nombre de personnes impactées par la démarche de gouvernance est un paramètre important dans le calcul du ROI qu'on va pouvoir estimer. Alors concrètement, sur quels axes de travail on va intervenir quand il s'agit de gouvernance des données? Donc là, on voit plusieurs dimensions, donc documentation du patrimoine de données, qualité des données, gestion des référentiels, accessibilité. Donc on pourrait le décliner de plusieurs façons, hein, ce schéma, et potentiellement ajouter d'autres axes. Bon, pour moi, les axes principaux de travail sur la gouvernance des données sont présents là quand même sur le visuel. Et donc, en plus de ces chantiers, on va dire opérationnels, il y a un chantier transverse aussi d'animation de la démarche qui est important parce que ça va permettre de synchroniser les différents chantiers entre eux qui sont fortement liés et qui ont de fortes adhérences les uns avec les autres. Et ça va aussi permettre au sein d'un même chantier potentiellement d'animer en transverse au sein de l'entreprise et au sein de différents services le sujet pour avoir un contexte de travail et donner un cadre de travail identique à toutes les personnes et donc optimiser cette démarche de gouvernance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire sur ces différents axes? Donc, on va principalement définir des processus, des rôles et des missions au sein de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple, si on veut un petit peu illustrer ça, pour parler de processus et de mise à jour de référentiel, on peut, de gestion des référentiels, on peut imaginer un processus de mise à jour des référentiels, donc on va déterminer dans le cadre de ces travaux de gouvernance et dans lequel on va décrire les étapes de mise à jour, quels sont les intervenants, quels sont les propriétaires de référentiels potentiellement. Autre exemple sur la documentation du patrimoine, et qu'on parle de responsabilité par exemple, on va potentiellement désigner un propriétaire ou un responsable sur un dictionnaire de données, et c'est ce responsable qui aura pour mission de faire en sorte que le dictionnaire en question soit maintenu et opérationnel à tout moment pour tout le monde dans l'entreprise. La gouvernance, c'est vraiment donner un cadre de travail et donc définir ses processus, rôles et missions. On donne un cadre de travail, mais on ne réalise pas les actions à la place des intervenants. Là, comme je le disais au travers des exemples, sur par exemple la gestion des référentiels, on va être sur la définition de bonnes pratiques globalement, mais c'est pas nous qui allons c'est pas la gouvernance des données qui va mettre à jour les référentiels. C'est bien les opérationnels et les intervenants qui le faisaient. Alors maintenant qu'on a un petit peu défini ce qu'est la gouvernance des données, je vous propose de commencer à évoquer les gains qu'on peut en espérer. Donc déjà, juste pour commencer, on peut dire que la gouvernance des données est une fonction support. Et donc cette fonction support, elle va avoir pour objectif de résoudre des points de difficulté qu'on rencontre au quotidien ou de rendre possible aussi certains usages qui n'étaient pas auparavant possibles. Donc là, le visuel que vous voyez, je trouve qu'il illustre parfaitement ça. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette diapo. Après, vous avez sûrement vu ce visuel dans d'autres contextes. Il circule pas mal sur les réseaux sociaux, notamment, et dans différents articles. Donc là, c'est vraiment ce qu'on veut. Ça illustre parfaitement ce qu'on veut dire sur la gouvernance des données.
c'est que donc on va pas changer ce que va produire l'entreprise, ce que vont faire les personnes, mais par contre on va les aider à travailler plus efficacement. Donc là, typiquement, là dans ce cas-là, l'entreprise elle va continuer à livrer des cailloux, hein, mais simplement avec des roues rondes, ce sera plus facile pour les personnes qui travaillent, ça sera plus rapide, moins énergivore. Potentiellement ils pourront livrer plus de cailloux. Euh, Potentiellement, ils pourront aller en livrer plus loin. Voilà, c'est vraiment imagé, mais c'est vraiment ça qu'on cherche à faire. Donc, dans les gains qu'on peut imaginer, j'ai distingué deux catégories de gains. Les gains directs, qui pour moi, en général, sont généralement assez facilement quantifiables. Donc, ça va être principalement des économies de temps sur certaines tâches, des gains de productivité. Et donc, deuxième catégorie, des gains indirects, donc là qui sont un peu plus difficilement quantifiables, ou en tout cas pour les exemples, c'est plus, quand on est sur de la théorie, on va dire, c'est plus difficilement quantifiable. Par exemple, là, quand on va susciter de la satisfaction client via de la qualité ou autre, derrière, c'est potentiellement un petit peu difficile de calculer un ROI concret et direct sur ce type de gain. Alors donc là on va juste après je vais passer sur les exemples justement de gains potentiels. Donc il va y avoir 4 exemples, dont 2 qui seront sur des gains quantifiés et 2 sur des gains non quantifiés parce que plus difficilement quantifiables. Donc les premiers exemples qu'on va voir ensemble, on va les voir sur le prisme de la documentation du patrimoine de données. Donc il y a 2 exemples sur cette thématique-là. Juste avant de rentrer dans les exemples concrètement, on va pour chaque exemple, on va partir d'un constat qui est illustré par des informations issues de sondages ou d'études que vous pourrez trouver sur Internet, hein, si vous faites des recherches par rapport aux quelques informations que vous voyez apparaître. Après, juste pour info, les sondages et études en question sont pas forcément tous très récents. Il y en a certains qui datent d'il y a quelques années. Donc, je les ai quand même retenus parce que je pars du principe qu'on est quand même dans une dynamique où on génère de plus en plus de données et où aussi potentiellement les informations sont de plus en plus complexes. Donc les difficultés qu'on rencontrait qui étaient vraies il y a quelques années, je pars du principe qu'elles sont toujours d'actualité, c'est que ces études sont exploitables. Premier constat, c'est qu'on passe beaucoup de temps, les personnes qui travaillent avec ou à partir de données passent beaucoup de temps à rechercher des données. Donc selon les études, certaines études, en général entre 20 et 30%, les personnes qui travaillent à partir ou avec des données passent en moyenne 20%, consacrent en moyenne 20% de leur temps à rechercher des données. Donc c'est relativement important. Surtout si on fait le lien avec ce que je vous disais quand je présentais au départ ce qu'est la gouvernance des données. Donc on disait qu'on allait guider les usages et les comportements de toutes les personnes qui traitent de la donnée au sens large. Donc c'est pas seulement des populations très très spécifiques et ça peut être beaucoup de monde dans l'entreprise. Donc 20% de beaucoup de monde dans l'entreprise, ça peut vite chiffrer. Et donc là, dans l'exemple qu'on voit à l'écran, donc je suis parti du principe, donc fourchette basse, que 20% du temps des collaborateurs était consacré à la recherche de données et que 10 personnes dans l'entreprise étaient concernées. Donc 10 personnes, c'est pas forcément, par rapport à ce que je viens de vous dire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une très grosse entreprise pour arriver à ces 10 personnes. Ça peut même pour le cas de moyennes entreprises, on peut vite être à ces 10 personnes-là. Donc, économie potentielle, si on fait 20% du temps pour 10 collaborateurs, on arrive
à 400 jours de productivité gagnée par an, soit l'équivalent de 12 ETP. Tout ça, donc, alors, on gagnera peut-être pas les 20%, mais donc on pourra en gagner une partie. On pourra ajuster le calcul en fonction. Mais simplement en mettant des procédures et en documentant correctement le patrimoine de données, on peut arriver à dégager un gain sur cet axe-là. Donc on voit que il y a potentiellement des gros gains sur cet axe-là, puisque voilà, l'exemple est très parlant, 20% du temps pour un nombre conséquent de collaborateurs, le chiffre montre vite. Deuxième exemple, donc deuxième constat, on a des usages qui sont impossibles du fait de la non-disponibilité ou de la méconnaissance de certaines données. Donc là, pour illustrer ce constat, donc je pars d'une étude IBM qui date de 2015 qui disait que donc à l'époque en 2015, 80% des données générées par les entreprises étaient des dark data. Et ils estimaient qu'à horizon 2020, à l'époque en 2015, qu'à horizon 2020, on arriverait à plus de 90% de dark data générées par les entreprises. Alors qu'est-ce qu'une dark data? Une dark data, c'est une donnée que l'entreprise a, mais qu'elle ne sait pas qu'elle a. Donc si elle ne sait pas qu'elle l'a, elle ne peut pas l'utiliser. Donc on peut même étendre un petit peu ce concept de dark data si on veut aller un peu plus loin. C'est donc dans la définition officielle, on va dire, c'est l'entreprise ne sait pas qu'elle a cette donnée, elle ne peut pas l'utiliser, mais aussi on pourrait l'étendre l'étendre un petit peu au fait que dans une entreprise, certaines données sont connues de certaines personnes, mais pas par d'autres. Donc pas connues par certaines personnes parce que potentiellement pas documentées, ou en tout cas documentation pas diffusée suffisamment largement ou pas accessible par le plus grand nombre, donc inconnu, donc dark data pour certaines personnes. Donc si on parle de ce principe-là, de ce constat que 80% des données sont inconnues et donc non utilisables au sein de l'entreprise, on voit assez facilement qu'il y a un gain un potentiel d'opportunité assez important à ce niveau-là. Simplement, encore une fois, en documentant son patrimoine et en donnant accès à la documentation au plus grand nombre. Là, c'est le deuxième exemple, et ça fait partie de la catégorie difficilement quantifiable que précédemment. C'est bien difficilement quantifiable. Donc deuxième. Moi, c'est bon, hein. Ah, t'as froid? Deuxième. Ouais. Deuxième. On a des exemples ici. Donc l'axe qualité des données. Donc même principe, on a deux exemples illustrés. Premier exemple, donc on passe aussi beaucoup de temps à la gestion d'incidents, donc liés à la non-qualité ou à la mise en qualité de données. Donc là, pour illustrer ce propos, on a une étude, notamment un sondage Flowers, qui nous dit que 60% du temps de travail d'un data scientist est dédié à la préparation et à la mise en qualité des données. Donc là, si on part un petit peu du même calcul que celui qu'on a fait précédemment, admettons que vous avez simplement ne serait-ce qu'un data scientist dans vos équipes, plus de la moitié de son temps est consacré à la préparation et à la mise en qualité des données. Donc ce qui est assez énorme du fait que notamment c'est pas son cœur de métier et c'est pas là où il a le plus de valeur ajoutée. Donc rien qu'en lui allégeant cette partie de mise en qualité, on va avoir un gain de productivité substantiel parce qu'on va lui permettre de travailler plus sur les tâches sur lesquelles il a plus de valeur ajoutée. Donc c'est pas ce que j'ai réalisé pourtant là dans cette diapo, puisque c'est un petit peu exactement le même calcul que dans la diapo précédente. Là, j'ai plutôt pris l'autre exemple, à savoir qu'on gérait des incidents dus à la non-qualité. Donc si on part simplement du principe qu'on a 2 incidents par mois liés à la non-qualité et qui pourraient être évités,
et que le temps de traitement moyen d'un incident est de 2 jours. Donc là le calcul est très simple, sur une année ça fait quasiment 50 jours hommes de gains d'économie potentielle, rien que par rapport à l'évitement de ces cas de non-qualité qu'on doit gérer. Deuxième exemple, il y a beaucoup de décisions qui sont prises sur la base d'indicateurs erronés ou de mauvaises informations, voire pas d'informations du tout. Donc là, pour illustrer ça, j'ai pris un sondage qui avait été fait par Accenture il y a quelques années, donc qui disait que 42% du middle management estime utiliser de mauvaises informations au moins une fois par semaine. Donc c'est assez conséquent aussi. Donc là, sans rentrer dans des explications très complexes, on voit aussi que il y a forcément du fait d'un gain de qualité sur les indicateurs à disposition de ces personnes, un gain conséquent potentiel. Et donc alors après, forcément, dans toutes les décisions qui sont prises, il y a certaines décisions qui sont peu impactantes, mais aussi il peut y en avoir qui sont très impactantes et qui peuvent avoir des conséquences très importantes. Donc voilà, on a illustré cette idée de ROI que peut apporter la gouvernance sur ces deux axes, sur ces deux dimensions, donc la qualité des données et la documentation du patrimoine de données. Donc il y en a vraiment beaucoup d'autres qu'on peut imaginer, et selon les cas, voilà, on peut le décliner avec beaucoup d'autres exemples. Là, l'objectif, de toute façon, on n'a pas le temps de tous les faire. C'est vraiment l'objectif, c'était de comprendre le principe et en quoi peut aider la gouvernance de données à faire des gains de productivité ou des économies sur certaines tâches. J'en arrive maintenant au retour d'expérience sur un projet. Donc là, on est dans un contexte où on est sur une entreprise B2B qui rencontre des difficultés sur des échanges de flux de données avec un de ses clients. Et donc, on a... Guillaume, pardon, Oui. je te coupe. Est-ce que tu peux déplacer, tu dois avoir le petit message où il est écrit votre écran est partagé par le biais de l'application de Johnny, tu dois avoir le moyen de le bouger, je pense. Ouais. Merci. Pardon. Donc on est dans un contexte où l'entreprise, on fait du B2B, il y a des difficultés au niveau des échanges de flux de données avec un client. Donc sur ce flux de données, on a un fort niveau d'exigence sur la qualité. Et donc on a régulièrement des incidents à gérer. Et donc forcément, ça génère du temps ça demande du temps pour gérer ces incidents, et ça génère aussi de l'insatisfaction auprès du client qui lui aussi doit consacrer du temps à la gestion de ces incidents. Donc alors ce qu'on a fait en termes de travaux autour de la gouvernance de données sur ce sujet-là, donc on a intervenu sur 3 axes. Donc l'entreprise a souhaité intervenir sur 3 axes. Donc l'animation de la démarche de gouvernance, puisque donc on a mis en place quelques bonnes pratiques en transverse au sein de l'entreprise, mais aussi avec le client. Donc ça a demandé de la synchronisation à plusieurs niveaux. On a mis en place donc des processus au niveau de la gestion des référentiels. Donc déjà dans un premier temps, donc on a résorbé tous les écarts potentiels qu'il y avait entre les référentiels de l'entreprise et de son client. Puis on a fait en sorte que ces écarts ne puissent pas se reproduire, enfin qu'il n'y ait pas de nouveaux écarts possibles. Et enfin, donc on a mis des contrôles qualité en place. Alors il y avait déjà des contrôles qualité, mais là on les a renforcés. Et donc on a aussi formalisé ces contrôles qualité qui étaient des preuves de contrôle qu'on pouvait aussi fournir aux clients. L'investissement qui a été nécessaire sur ce sujet, donc c'est 60 jours environ sur une année.
Et donc c'est simplement du temps, l'investissement c'est simplement du temps passé sur le sujet, puisqu'il n'y a pas eu de mise en place d'outillage spécifique, donc pas d'achat de licence ou d'outils de travail spécifiques pour gérer des référentiels ou de la qualité ou autre. Donc c'est vraiment que du temps investi. Et donc le ROI qu'on a pu voir, qu'on a pu constater à assez court terme, c'est que donc déjà sur la gestion, le temps dédié à la gestion d'incidents pour l'entreprise, donc a été réduit sur ces incidents-là en particulier, a été réduit de 20 jours sur une année. Donc on a toujours des incidents de temps en temps, mais on en a beaucoup moins. Le client lui aussi a fait une économie sur le temps passé à la gestion de ces incidents. Et surtout, on a généré aussi de la satisfaction client du fait justement de ces incidents qui étaient moins fréquents et des économies qu'on a pu lui faire faire. Donc là, on voit au niveau du ROI que on a des gains à court terme assez mesurables et assez relativement conséquents, on va dire, par rapport à l'investissement. Surtout qu'en plus, donc là, on était dans une démarche où on l'a fait pour un client pilote, qui est le client où on avait où on rencontrait le plus de difficultés. Et donc c'est même si le ROI qu'on constate est que d'un tiers, on va dire, pour le client, pour l'entreprise, pardon, par rapport à l'investissement initial, ce qui va pouvoir être fait aussi, c'est que l'entreprise en question va pouvoir décliner cette démarche avec d'autres clients et donc faire des économies sur d'autres contextes et avec d'autres clients. Allô. Attendez. Voilà, pardon. J'ai cru que ça avait figé. Donc j'en arrive maintenant à la conclusion. Donc par rapport à toutes les informations que j'ai pu évoquer jusqu'à présent, donc ce qu'on peut voir, c'est que il n'est pas nécessairement très coûteux d'initialiser une démarche de gouvernance des données. Les gains obtenus à court terme peuvent, dans certains cas, autofinancer la démarche. Donc c'est pas forcément le cas sur le retour d'expérience que je viens d'évoquer, mais si on reprend l'exemple des gains potentiels évoqués sur de la documentation de données, sur le gain de productivité, sur les temps passés à rechercher des données. Là, on peut voir que potentiellement il y a beaucoup de gains à faire sur ce type de sujet, et que donc voilà, on peut assez facilement autofinancer ou autofinancer la démarche. Comme on l'a vu aussi dans le retour d'expérience, selon l'approche envisagée, le seul investissement pour une organisation, pour une entreprise, pour débuter sur le sujet, ça peut potentiellement être simplement du temps à y consacrer. Donc on a vu qu'il y a, là dans mon retour d'expérience, on était sur quelques dizaines de jours. Donc ça peut être simplement ça pour répondre dans un premier temps à certaines difficultés rencontrées et donc voir si vraiment il y a quel ROI on en dégage. Et puis bien sûr chaque contexte est différent, donc là le ROI s'appréciera vraiment au cas par cas. Il faudra, en fonction du nombre notamment de collaborateurs impactés, des difficultés rencontrées, etc. Donc on aura des ROI qui seront à calculer. Et qu'est-ce que je voulais dire, et oui, et donc là, encore une fois, dans la présentation, j'ai pris 4 exemples, mais il y en a bien d'autres qu'on pourrait imaginer sur les différentes thématiques que je vous ai présentées au départ quand je vous ai décrit ce qu'était la gouvernance des données. Donc je vous remercie de votre attention. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer une invitation sur LinkedIn. Ce sera l'occasion
d'en rediscuter a posteriori et puis potentiellement pour vous de poser les questions que vous n'aurez pas eu l'occasion de poser en séance aujourd'hui. Il y a aussi, ça vous donnera aussi potentiellement accès à certains contenus qu'on est en train de préparer avec Romain sur le sujet et donc qu'on diffusera dans les mois qui viennent via LinkedIn justement. Merci Guillaume. Si tu veux, moi je vais te lire les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent parce que je pense que tu as tes diapos en grand sur l'écran donc tu les vois peut-être pas venir. Non, je les vois pas. J'en ai une, moi, qui est la suivante. Alors même si la présentation aujourd'hui, c'était pour présenter un peu l'intérêt et les plus-values de mettre en place ce genre de démarche et peut-être convaincre les gens présents de mettre en place et qui prennent conscience de ce que ça peut leur apporter. Tu n'as pas tellement abordé les sujets de comment on fait de la gouvernance des données, mais peut-être avoir quelques pistes là-dessus, notamment dans une entreprise qui, en général, est le mieux placé pour mener à bien ce genre de projet de gouvernance. Parce que tu disais que c'est quelque chose de transverse. Est-ce que c'est les gens de l'informatique? Est-ce que c'est les gens qui manipulent les données? Alors, déjà, premier élément de réponse, c'est que on n'a pas forcément besoin d'une structure dédiée pour commencer à faire de la gouvernance des données. Donc certains pourraient se dire que la gouvernance des données, c'est le travail, par exemple, du Chief Data Officer ou le travail d'une entité de type Data Office préidentifiée dont c'est le travail. Donc dans l'absolu, si on est dans une structure où ces rôles-là sont déjà et ces métiers-là sont déjà présents, ce sera eux qui animeront cette démarche et donc qui animeront cette démarche auprès des métiers et de l'IT. Si on n'est pas dans une structure où ce type de rôle est déjà présent, pour moi, donc là, faudrait impliquer dans la démarche des métiers, à la fois des métiers et de l'IT, donc monter une équipe finalement transverse et constituée des métiers principaux, on va dire, qui sont impactés au sein de l'entreprise par ce type de démarche, pour l'animer et pour dessiner une feuille de route, définir les actions prioritaires, etc. Donc s'il n'y a pas de rôle préidentifié sur ce sujet-là, j'aurais envie de dire que ça peut être un peu n'importe qui, à condition qu'il soit accompagné de suffisamment de personnes et que ce soit représentatif des personnes concernées par la data au sein de l'entreprise. D'accord. Une autre question, deux questions peut-être, je te les pose à la suite. Enfin bon, je vais te poser la première. Déjà, quelqu'un me demande comment articuler la gouvernance des données avec la mission du DPO, donc du Data Protection Officer. Est-ce qu'il y a des liens entre ces deux univers? Alors, effectivement, il y a de fortes adhérences entre les deux, puisque j'avais d'ailleurs même hésité dans le petit visuel que je présentais à mettre une dimension pour présenter les axes de travail, à mettre une dimension conformité et sécurité. Finalement, je l'ai pas mise, mais voilà. Donc, il y a de fortes adhérences puisque, alors, la gouvernance des données ne va pas remplacer un DPO, clairement, mais il va aider le DPO, pour moi, à réaliser son travail et à faire en sorte que l'entreprise soit en conformité, puisque les exigences, les exigences formulées par le RGPD notamment, on a des exigences de documentation de ces usages et des données qu'on emploie. Donc le fait d'avoir un patrimoine déjà documenté, ça permet que le DPO puisse réaliser ses actions de documentation plus rapidement, et de deux, ça permet aussi de sécuriser
le référencement des usages qu'on fait au sein de l'entreprise, en évitant d'oublier certaines données qu'on n'aurait pas référencées, sur lesquelles on aurait des usages et pour lesquels on serait pas en conformité puisqu'on n'avait pas bien documenté ces données, on ne les a pas portées à la connaissance du DPO. Donc après, voilà, c'est vraiment la gouvernance des données qui va aider pour moi au quotidien le DPO à réaliser ses missions. Et donc le DPO, là, comme je l'évoquais précédemment, si on monte une équipe transverse au sein de l'entreprise pour gérer cette démarche de gouvernance et avec des acteurs représentatifs au sein de l'entreprise, le DPO, il faut qu'il fasse partie de cette équipe transverse. D'accord. Alors, une autre question. Qu'en est-il de l'articulation de la gouvernance de la donnée interne à l'entreprise avec celle des clients et des partenaires? Quels sont les enjeux? Est-ce que ce sont des choses qui se font? Est-ce que les entreprises harmonisent aussi la qualité de leurs données ou leur dictionnaire ou leur référentiel avec les gens les autres entreprises de leur environnement, type clients et partenaires? Effectivement, alors quand on va avoir à intervenir dans un contexte dans lequel notamment des contextes avec des partenaires ou d'autres entreprises clientes ou fournisseurs, on va être amené en tant qu'équipe, en tant qu'intervenant sur la gouvernance des données, à solliciter les intervenants sur ces mêmes thématiques dans les entreprises partenaires ou clientes avec qui on va travailler. Et donc, on va forcément avoir ces interactions-là, on va forcément partager nos priorités. Les priorités des uns vont permettre aux autres de potentiellement aussi ajuster leur feuille de route et les travaux qu'ils vont considérer eux comme prioritaires. Il y a vraiment un échange nécessaire quand il y a un contexte de ce type-là avec les équipes de gouvernance de données des autres entités. D'accord. Il y a une question sur le format de stockage de données. Quel est le format de stockage de données optimal? Papier, Excel, SQL, JSON, documents, etc. J'ai pas de réponse à cette question. J'ai envie de dire que le format optimal dépendra du contexte et de plein de paramètres qu'il va y avoir à prendre en compte. La volumétrie des données, qui va vouloir les utiliser, qui devra y avoir accès, etc. Il n'y a pas de format optimal. Il y a des contextes différents avec des formats adaptés en fonction de ces différents contextes. Alors, je complète peut-être la question. Moi, est-ce que ça fait partie d'une démarche de gouvernance de données de spécifier, évidemment en fonction du contexte de l'entreprise, les formats et de dire tel type de document doit être je sais pas moi, les photos doivent être en JPEG, etc., PDF. Est-ce que c'est des choses qui font partie On va faire en sorte d'uniformiser les pratiques. C'est aussi, alors, comme je disais tout à l'heure, qu'on donne un cadre de travail aux différents intervenants dans l'entreprise. Donc on donne un cadre de travail, mais on essaie aussi d'uniformiser au maximum les pratiques au sein de l'entreprise, en donnant des bonnes pratiques notamment. Donc ce qu'on va s'attacher à faire principalement, ça va être de faire en sorte que les formats soient homogènes au sein de l'entreprise, que les procédures aussi soient le plus homogènes possible, etc. Bon, pour ce qui est de cette question de savoir si la gouvernance des données intervient sur le choix des formats, j'ai envie de dire, c'est pas elle qui va choisir le format qu'on va employer, mais on va essayer quand même d'être vigilant au fait que les choses soient le plus uniformes possible au sein de l'entreprise pour garder une cohérence globale de la gestion des données au sein de l'entreprise, qui est pas plus, si on peut éviter qu'il y ait 3 SGBD différents et puis que chaque application génère ses propres formats de fichiers quand il y a besoin d'extraire des données, c'est mieux. D'accord.
Tu donnais dans l'exemple tout à l'heure 60 jours, hein, c'est un exemple concret hein, si je me souviens sur lequel tu es intervenu, 60 jours hommes dans l'année et par contre 0 en coût d'outils, pas de licence logicielle, pas d'outils spécifiques, mais il y a une question quand même sur le sujet. Quels outils mettre en place dans une démarche de data gouvernance? Peut-être que dans ton exemple concret, il n'y en a pas eu besoin, mais est-ce qu'il y a d'autres types de solutions logicielles qu'on peut être amené à utiliser et pour quels besoins? Oui, alors, pour compléter, alors moi mon exemple là, l'objectif aussi c'était de montrer que on peut faire beaucoup avec peu potentiellement. Donc quelques jours d'investissement et pas de logiciel, pas d'outils spécifiques permettent quand même de faire quelque chose et de faire des choses intéressantes. Après effectivement, c'est un, il y a c'est un peu comme tout, hein. Il y a en fonction des axes sur lesquels on va vouloir travailler, il y a forcément des outils qui vont permettre d'être plus efficaces ou qui vont parfois être indispensables en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Si par exemple on a beaucoup de volumétrie ou autre, enfin, par exemple si je prends l'exemple de la gestion des référentiels, donc sur la problématique des référentiels, on peut être amené à utiliser des outils de type MDM, donc Master Data Management. Donc ça, c'est des outils qui permettent de gérer des référentiels dans certains cas. Sur IDEM, hein, sur la qualité, il y a ce qu'on appelle des outils de DQM, donc Data Quality Management. IDEM, en fonction des cas, on va devoir impérativement passer par ce type d'outil ou pas. Hein, et donc dans le cas dans le retour d'expérience que je faisais moi, et puis dans la majorité des cas, on n'en aura pas forcément besoin, mais parfois ça va être le cas, et la démarche de gouvernance va participer à la définition des besoins par rapport à ce type d'outil. Il y a une question complémentaire que fait quelqu'un sur le sujet des outils. Est-ce que la mise en place d'un outil de DM, donc je pense qu'il veut dire là data management, type Colibra, peut aider à la mise en place de la gouvernance des données, ou à l'inverse, faut-il avoir une gouvernance des données suffisamment mature pour mettre en place ce type d'outil? Alors clairement, j'opterais pour la deuxième option. Déjà, effectivement, faut savoir où on en est avant d'envisager ce type d'outil. Donc il y aura toute une démarche en amont d'évaluation justement de son niveau de maturité sur le sujet. Ça sert à rien d'acheter un outil si on sait pas où on en est, si on sait pas ce qu'on veut en faire et à quelle problématique ça va répondre. Donc déjà la première étape, la première action à réaliser si on veut mettre en place une démarche de gouvernance des données, c'est déjà de faire un point de situation, de voir où on en est, quel est notre niveau de maturité sur les différents axes de travail qu'on a pu évoquer ensemble lors de la présentation, et donc de commencer petit à petit par des petits pas, des premières étapes, pas forcément très chronophages et pas forcément très coûteuses, pour se roder, pour décrire tranquillement sa feuille de route sur le sujet. Et après, quand on a suffisamment réfléchi au sujet et qu'on est suffisamment mature sur le sujet, on pourra, et si on a identifié des besoins aussi, on pourra envisager ce type de solution. Ça peut être, comme je disais, hein, donc Colibra, c'est un outil de data catalogage. Donc dans certains cas, ça va être vraiment indispensable parce que le système d'information est complexe, parce qu'on a beaucoup de données à cataloguer, etc. Et dans d'autres cas, si on est dans une plus petite structure avec un SI moins complexe et moins de données, potentiellement, dans certains cas, un simple fichier Excel peut suffire. Ça dépendra vraiment des contextes. Ok. Une question qui revient un peu sur les rôles. Il y a une personne qui dit,
la documentation est du ressort du propriétaire des données. Entre parenthèses, j'ai cru entendre. Je ferme la parenthèse. Comment mesure-t-on que le travail est fait? Comment mesure-t-on que le propriétaire des données a bien fait son travail de documentation? Alors, mesurer le niveau bah, de disponibilité de la documentation, déjà on va pouvoir ce qu'on pourrait déjà commencer par envisager, c'est de regarder par rapport à la documentation qu'on a à disposition si on pense couvrir un panel suffisamment large des données qu'on est censé avoir ou pas. Si c'est pas le cas, on aura potentiellement des relances ou des sollicitations à faire sur les personnes concernées. Après, comment mesurer je sais plus ce que c'est la question, comment mesurer le niveau de documentation sur quelque chose qui n'existe pas, si c'est par exemple sur un pan spécifique du système d'information, comment mesurer quelque chose, comment mesurer le fait que quelque chose n'existe pas, c'est toujours un peu difficile. Donc là après, je n'ai pas forcément de réponse à cette question. C'est comme en fait comment peut-on savoir que quelque chose n'existait pas et dont on n'a pas connaissance n'existe pas? C'est un peu Ça rejoint un peu ce que tu appelais les dark data, c'est-à-dire on pourra jamais mesurer le fait que quelqu'un a bien identifié tout et référencé exactement. toutes les données. Puisque Exactement. s'il en manque, personne ne le saura, donc on ne saura pas qu'elle manque en fait. C'est ça que tu veux dire. Exactement, c'est ça en fait. C'est ça. Très bien. Par contre, sur la première partie de la question, la documentation c'est pas vraiment une question, mais la documentation est du ressort du propriétaire des données. Tu es d'accord avec cette Alors non, pas forcément. On va pouvoir mettre en place ça va dépendre de l'organisation et des rôles qu'on va vouloir mettre en place. Si vous avez sûrement déjà entendu parler des rôles type data steward, data owner, data manager, etc. Chacun de ces rôles va avoir des missions différentes. C'est pas forcément le data owner qui va devoir tout documenter sur la donnée dont il est le propriétaire. Il va aussi être accompagné de ces autres rôles et potentiellement encore d'autres métiers dans l'entreprise pour documenter le patrimoine. Le data owner, si on veut vraiment, alors le data owner, le propriétaire des données, il va être responsable à minima de définir ce qu'est la donnée dont il est le propriétaire, lui donner des définitions métiers, la qualifier au moins d'un point de vue macro, et après il va être accompagné d'autres métiers pour tout ce qui va aller autour. Ok. De toute façon, cette présentation était plus axée sur les plus-values pour l'organisation à mettre en place de la gouvernance de données. Peut-être qu'on peut lancer l'idée d'un deuxième meet-up, à voir si en visio ou présentiel sur le deuxième semestre, pour parler de comment mettre en place un programme de gouvernance des données. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas d'autres sur le chat. Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro pour faire une question? Si c'est pas le cas, on vous libère. On s'était fixé 45 minutes, ça fait un petit peu plus. On a pris 50 minutes. J'ai lancé l'enregistrement légèrement en retard, mais il y aura un replay pour ceux que ça intéresse. Il manquera juste les premières minutes. On communiquera ça très probablement sur le LinkedIn du Brest Data Club, sur le Meetup aussi, je pense.
Voilà, rien que vous dire d'autre. Merci Guillaume. Restez connectés aux différents réseaux du Bresata Club pour être au courant des prochains meet-up. C'est ouvert à tout le monde. Si vous, de votre côté, vous avez envie de venir discuter de quelque chose, présenter quelque chose, ça peut être un retour d'expérience, ça peut être de la théorie, ça peut être sur de la business intelligence, de la data science, de l'IA, de la stratégie data, tout ce que vous voulez qui touche de près ou de loin avec les données. N'hésitez pas à nous contacter avec plaisir. On peut soit mettre à disposition un outil de visio, soit trouver des salles, essentiellement sur Rennes, mais on a aussi des gens dans d'autres villes de Bretagne pour organiser des petits meet-up. Donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous donc une bonne soirée. Merci Guillaume. Merci, bonne soirée.